Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'échiquier international en direct de Al24 News. Bien entendu, ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est un peu l'agression contre l'Iran. Les 27 qui sont regroupés à La Haye, donc la réunion de l'OTAN. Et bien sûr, la situation à Gaza, des questions qui sont interliées. L'agression contre l'Iran a-t-elle réellement bousculé aujourd'hui la donne et obligé les commanditaires de ce monde à revoir leur carte? Tout cela est écrit comme l'est le destin de certains, écrit, ficelé et surtout conclu, peu importe, disons-le, de ce qui se trouve ou de ce qui se trame pour nos populations du monde, mais on peut dire à présent que c'est que par ce que de trop entre l'Iran, que ça a été un peu la guerre de trop contre l'Iran. Qu'arrivera-t-il à la paix dans la région et surtout à Gaza et au Moyen-Orient? Assistons-nous réellement enfin à un Moyen-Orient sans nucléaire, sans guerre et surtout sans Israël? Tout de suite les débats. Pour en parler ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir avec nous nos deux invités, Alexis Poulain, éditorialiste, spécialiste en politique internationale, et Rafah Tabib, professeur de sciences politiques de Tunis, qui est auteur. Vous avez également donc édité tout dernièrement votre dernière parution, à savoir L'œil du cyclone, configuration géopolitique de l'environnement de la Tunisie, aux éditions Sotu Média. Alors, bonsoir Alexis Poulain pour commencer. Bonsoir. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, l'agression contre l'Iran, on l'a su pendant 12 jours avec un cessez-le-feu aujourd'hui. Et surtout, les 27 qui sont réunis à l'OTAN, à La Haye plus précisément. Est-ce que vous pensez sérieusement aujourd'hui que la réponse ou la solution est aujourd'hui par rapport à cette situation au Moyen-Orient, ce qui se passe à Gaza, mais ce qui s'est passé également en Iran, entre les mains de ces 27 réellement? Sont-ils ceux par qui arrive la solution, alors que pour la plupart du temps, le problème a été créé justement par des pays qui participent à cette réunion de l'OTAN? Alors non, les 27 de l'Union européenne et les 32 membres de l'OTAN ne sont pas ceux qui vont résoudre le problème. Enfin, il y en a un seul membre de l'OTAN, on peut dire, c'est les États-Unis, Donald Trump en particulier. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps en termes de relations internationales. C'est lui qui décide d'appuyer le régime de Benjamin Netanyahou lorsqu'il frappe l'Iran de manière unilatérale et soi-disant pour mettre fin au programme nucléaire. C'est lui qui met en scène et envoie les B-2, ces bombardiers, sur les cibles stratégiques iraniennes, 3 cibles qui ont été bombardées par les États-Unis. Et c'est lui qui ensuite pousse Netanyahou à la paix en disant ça suffit, ces 2 pays, l'Iran et Israël, ils m'embêtent, ils n'écoutent rien, ils savent pas ce qu'ils font, il est temps de faire la paix, et félicitations, la guerre des 12 jours est terminée. Donc on a l'impression vraiment que le seul qui est en capacité de souffler le chaud et le froid sur ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, c'est Donald Trump, c'est évidemment les États-Unis, les 27, l'Union européenne. Alors il y a la Commission européenne qui a Kaja Kallas, qui est responsable de la diplomatie européenne, qui est inaudible. Et puis chaque pays européen s'aligne cas un cas sur la diplomatie américaine de Washington, avec plus ou moins de protestations concernant bien sûr le massacre à Gaza, concernant bien sûr l'agression unilatérale par Israël de l'Iran. Mais globalement, ce qu'on entend des dirigeants européens, c'est une redite de ce que dit Donald Trump de manière plus policière. Dans ces cas-là, Alexis Poulain, pourquoi on a cette impression aujourd'hui qu'avec la présence de Trump, tous les pays européens, pour la plupart en tous les cas, à l'exception peut-être de manière assez relative du président espagnol, qu'ils étaient tous là, qui ne manquaient pas de louanges et d'éloges à Trump dans sa position qu'il a tenue vis-à-vis de l'agression contre l'Iran, lui-même qui est intervenu, son pays qui sont intervenus militairement en Iran. Est-ce que vous pensez que cette attitude est digne de pays européens?
Non, c'est totalement indigne. On a l'impression d'une cour, en fait, où chaque Tout à pays fait. essaye de flatter Donald Trump. Le pire étant bien sûr le responsable de l'OTAN, Mark Rutte, ancien Premier ministre des Pays-Bas. Et Donald Trump, pour l'humilier, a publié un message qu'il lui a envoyé, un SMS, où on voit toute la flagornerie, toute l'hypocrisie, la flatterie de ce personnage pour faire en sorte que Donald Trump ne parte pas, ne claque pas la porte de l'OTAN. Et les pays européens se sont mis à plat ventre, se sont pliés en quatre pour faire plaisir au lobby de l'armement américain et dire oui, nous allons dépenser 5% de notre PIB pour acheter des armes américaines, parce que ce ne seront pas des armes américaines, européennes qui vont être achetées avec ces nouveaux fonds, ou très peu. Et donc c'est un chantage fait par le lobby de l'armement américain, très clair, de dire c'est à vous maintenant les Européens de financer votre défense et d'acheter très cher nos armes, sans quoi on va arrêter ce traité transatlantique. Et bizarrement, les responsables européens sont très fiers de se faire maltraiter et humilier de la sorte. C'est incompréhensible. C'est vrai qu'à un moment donné, lorsque il y a eu cette tournée de Trump dans la région du Golfe, on avait dit que finalement certains pays font l'affaire des États-Unis, à savoir qu'ils payent pour avoir leur protection. Mais on se rend compte que finalement, même l'Europe, qui se targuait d'être démocrate et bien sûr d'être dans la liberté de l'action, eh ben ils font la même chose d'une autre manière en augmentant les budgets à la défense pour faire plaisir, entre guillemets bien entendu, à Donald Trump. Parfaitement. Tout ce qui a été fait ces 2 jours de sommet de l'OTAN, c'était faire plaisir à Donald Trump et s'assurer que le lobby de l'armement américain serait grassement payé et aurait les garanties qu'il y aura des investissements sur le dos, bien sûr, des travailleurs européens qui vont payer plus d'impôts, qui vont devoir éponger des dettes déjà énormes. La France est endettée à plus de 3 400 milliards d'euros. Eh bien, la France a promis 5% de PIB de dépenses de défense, donc plus de dettes, plus de poids, bien sûr, sur le poids des épaules des travailleurs français. Tout ça pour faire plaisir à Donald Trump. Donald Trump qui fait ce qu'a fait tout président américain, c'est-à-dire lui défend les intérêts de son pays et il le fait de manière unilatérale. Bizarrement, on a l'impression que sans les États-Unis, les pays européens ne peuvent pas exister. C'est étonnant, alors qu'ils ont des industries de défense eux-mêmes, alors qu'ils ont des stratégies énergétiques aussi différentes, mais avec la logique du seul contre tous, il faut voir comment l'Union européenne s'est coupée de la Russie, comment elle est en train de se couper de la Chine, comment à un moment elle a voulu faire aussi des États-Unis un ennemi, elle a compris qu'elle ne pouvait pas se couper du monde, il y avait un vrai problème. Et Donald Trump reste un président américain et donc les États-Unis sont le pays de tutelle officiel des pays européens. Oui, très bien. Je me tourne vers vous, Rafat Habib. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Rafat Habib, je rappelle que vous êtes auteur du livre L'œil du cyclone, configuration géopolitique et de l'environnement de la Tunisie aux éditions Sotumedia et que c'est votre dernière parution. Rafat Habib, comment faut-il aujourd'hui évaluer ce qui se passe au Moyen-Orient? Comment faut-il lire la réunion de l'OTAN qui sont censés se réunir pour essayer, bien entendu, d'apporter un semblant de réponse à ce qui se passe au Moyen-Orient, à savoir l'agression contre l'Iran et surtout la situation à Gaza et que pour l'instant on a vu surtout des atlantistes et des Européens qui se passent des boniments plutôt que de passer à des moments ou à des choses plus graves et plus sérieuses. Merci. D'abord, je vais passer en revue ce qui se passe un peu dans le Moyen-Orient, parce que c'est une région qui nous intéresse de prime abord. C'est une période de grande incertitude maintenant dans les pays du Golfe, avec ce qui s'est passé dernièrement. Il y a une désillusion de la part de certains gouvernements dans le Golfe Persique quant à la possibilité, à la capacité des Américains et des Israéliens de les protéger d'une éventuelle agression iranienne. Maintenant, les Iraniens se sont révélés être les maîtres du jeu dans la région. Et ça, c'est une donne géostratégique extrêmement importante qui va amener les stratèges dans cette région à revoir un peu les cartes géopolitiques et géostratégiques et d'envisager peut-être une paix dans le Golfe arabo-persique afin d'en finir avec cette guerre qui est en train de se prolonger depuis très longtemps et dans laquelle l'ennemi israélien s'est invité et est devenu même une partie de l'équation géostratégique dans la région. Pour ce qui est maintenant de cette réunion
de l'OTAN. D'abord, on parle vraiment plus d'alliance maintenant avec ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette photo très porteuse de signes sémantiquement très chargés. La photo de groupe où le Premier ministre espagnol a essayé d'aller le plus vers l'extrémité et même de sortir du cadre de l'image. Ceci veut dire que les choses ne vont pas comme on le présente maintenant au sein de l'OTAN, surtout qu'il s'est avéré que Trump ne gagne des batailles que contre ses amis plutôt que contre ses ennemis. Ce qu'il a fait endurer aux Européens avec ce relevage des dépenses militaires jusqu'à 5%, qui devrait bien sûr profiter au complexe militaro-industriel américain en premier lieu, a été un coup de force que les peuples, que les classes ouvrières, les classes moyennes et celles qui sont en train de payer durement leurs impôts en Europe vont devoir payer pour pouvoir sauver une économie américaine que nulle aide ni investissement ne pourrait sauver dans l'avenir. C'est pour ça que ceux qui croient ou ceux qui disent que Trump c'est un faiseur de paix, nous leur disons c'est un faiseur d'argent d'abord pour l'Amérique afin de préparer sa grande guerre contre la Chine, une guerre qui s'est arrêtée avec la dernière bataille en Iran, et cette bataille a arrêté l'avancée vers l'Est de Trump. Alors, dans ces cas-là, oui, allez-y. À mon avis, ce qui va être très très dur, c'est ce que nous allons payer maintenant au niveau de la Méditerranée, parce que dans la démarche de Trump, on retrouve des relents huntingtoniens, ça veut dire la transformation de la Méditerranée en une zone de fracture, en une véritable zone où vont être érigés des miradors entre nous et l'Europe, et la Méditerranée ne va plus devenir un espace d'échange, mais un espace de fracture géopolitique. Justement, est-ce que ça serait pas un peu trop demandé aujourd'hui que d'espérer que peut-être ce cessez-le-feu, après 12 jours, bien sûr, de bombardement et d'échanges d'attaques entre les deux pays, que cela puisse peut-être être également les prémices peut-être d'un cessez-le-feu durable à Gaza, parce qu'on oublie Gaza finalement, on oublie dans le feu de l'action, de l'actualité, qu'il y a une population qui est en train de se faire décimer. C'est vrai, et je pense que l'Iran, avec les nouvelles configurations des rapports de force, va essayer de faire profiter au maximum à ses alliés dans la région, parlant des Ansarullah au Yémen, du Hezbollah au Liban, de la résistance palestinienne à Gaza et dans la Cisjordanie. On oublie aussi que la Cisjordanie est en train de payer aussi lourdement le prix du sang de sa résistance face à l'occupation israélienne. Je pense que l'Iran va essayer de devenir un acteur majeur dans la reconfiguration géopolitique. Cependant, certaines lectures disent que les Israéliens ne vont pas lâcher du lest pour la bande de Gaza, et vont même essayer de prolonger le martyre des Palestiniens. Ce qui veut dire que maintenant, il est temps que certaines puissances dans la région, notamment arabes, islamiques, etc., commencent à bouger. Maintenant, on attend des réactions de la part de l'Indonésie, du Pakistan, de l'Algérie, de la Tunisie, de tous les pays qui ont toujours manifesté leur soutien à la résistance à Gaza pour dire arrêtons cette guerre. De toutes les manières, Israël n'a pas gagné sa guerre contre les Iraniens, qui les considèrent comme étant à la tête de cet arc de la résistance. Donc, il faut absolument arrêter et trouver une solution négociée. Cependant, sincèrement, connaissant bien ce qui se passe maintenant à l'intérieur d'Israël, et surtout cette suite en avant de la part de Netanyahou, qui ne voudrait pas devant un jugement, je pense qu'il va devoir continuer cette guerre génocidaire contre le peuple à Gaza. Donc ce n'est pas une très très bonne nouvelle, ça, pour les Gazaouis qui continuent de souffrir, et peut-être même il n'en restera pas beaucoup pour qu'on pourra dire des Palestiniens, vu le rythme auquel les Palestiniens meurent à chaque minute. Alexis Poulain, est-ce que finalement on va dire que ce cessez-le-feu, après 12 jours quand même de bombardement, est-ce qu'on peut dire que c'est une volonté réelle qui émane donc de la communauté internationale réellement,
lorsque peut-être l'ordre a été sommé aux deux pays par Trump, parce c'est comme ça qu'il faut le dire, hein. C'est comme s'il tenait quand même une sorte de jeu online. Il disait maintenant on arrête et puis tout le monde s'arrête. Est-ce que vous pensez réellement que ça émane d'une volonté réelle, ou est-ce qu'il s'agit d'une stratégie qui est en train d'être jouée et par l'entité sioniste et par les États-Unis, et que finalement le pire est à venir, puisque Trump lui-même disait que les frappes vont revenir sur l'Iran. Alors il dit la chose, Oui, non, et puis il dit le contraire tout de suite. non, je pense que effectivement c'est une stratégie. D'abord parce que le dôme de fer israélien n'a pas fonctionné. On a vu, malgré la censure israélienne, les dégâts qui ont été occasionnés par les tirs iraniennes en Israël, à Haïfa, à Tel Aviv et ailleurs. Oui. Donc je pense que Netanyahou a paniqué, à la fois parce que le dôme de fer montrait ses faiblesses et parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de munitions pour continuer une guerre de missiles avec l'Iran sur la durée. Donc c'est Trump qui entre en jeu. Et là, il se met en scène avec la toute-puissance américaine, c'est-à-dire ces bombardiers furtifs, les B-2, qui font des milliers de kilomètres pour aller lâcher des ultra-bombes qui détruisent les installations nucléaires iraniennes. Un bémol, cependant, Trump dit que c'est une destruction massive, que le programme iranien a perdu des années, et puis la presse américaine explique que non, finalement, ces frappes n'ont pas fait grand-chose, que l'uranium enrichi a été caché et qu'il y a une mise en scène, finalement, ça ne marche pas. Donc on peut voir aux États-Unis, je pense, qu'il y a un combat aussi qui se fait entre un Trump qui veut arrêter le plus vite possible les hostilités, et puis une branche beaucoup plus dangereuse de néoconservateurs, les faucons de guerre systématiques américains, qui, eux, s'inscrivent dans une logique de changement de régime et qui veulent continuer pour faire tomber le régime iranien. Et ça, c'est ce qui se passe, je pense, aujourd'hui, au cœur de l'État américain, une lutte entre ceux qui veulent refaire un Irak et donc aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la destruction de l'appareil d'État iranien et faire croire que c'est pour la démocratie. Et puis Trump et la branche MAGA, on va dire, sa base, qui sont d'accord pour dire pas d'armes nucléaires en Iran, mais par contre, n'allons pas jusqu'à envoyer des troupes ou jusqu'à escalader pour faire un changement de régime. Et ça, c'est l'inconnu de cette donnée. Côté israélien, Netanyahou joue son va-tout, il ira jusqu'au bout pour éviter son procès, pour continuer, pour faire en sorte que les Israéliens soient tenus par la guerre plutôt que par la contestation. Rafat Habib, alors hier, quand même, l'information a très vite circulé. Le Parlement iranien a adopté, je veux dire, à la majorité, le fait de se retirer de l'AEA, une agence non pas sur laquelle plane le doute, mais surtout sur son président, sur son directeur, Raphaël Grossi. Et nul besoin de revenir sur les accusations donc qui ont été faites par l'Iran. Je veux dire aujourd'hui, quel est le sort qui attend le Moyen-Orient et quel dessin prépare-t-on, parce que finalement c'est ça, quel scénario nous prépare-t-on? Est-ce qu'on va par exemple vers un Moyen-Orient dénucléarisé, mais pour tout le monde, ou pour tous les pays, sauf pour l'entité sioniste? Alors la question est problématique, parce que d'abord Majestou a voté cette résolution, mais on attend encore 2 autres instances pour mettre en application cette décision. Tout à fait. Donc il reste encore un peu de temps pour les négociations. Deuxième chose, moi je pense que l'Iran est actuellement dans une situation où il y a des voix qui s'élèvent, et pas des moindres, qui demandent la révision de la doctrine nucléaire iranienne et le passage à la fabrication d'une bombe atomique. Il y a des pressions, il y a des dynamiques à l'intérieur du gouvernement et des instances dirigeantes en Iran en général. Mais je pense que dans l'ensemble, la région a déjà une puissance nucléaire reconnue, Israël, même si le doute que fait planer l'État sioniste ne convainc plus personne. Il y a aussi le Pakistan, il y a aussi l'Inde. On a vu que une lutte entre 2 puissances nucléaires ne dure pas 12 jours. Elle dure que quelques heures, sinon quelques jours seulement. Et c'est pour ça que les Iraniens pensent que là, il y a une leçon à tirer. Et je pense que les stratèges iraniens, ceux qui sont plutôt du côté des militaires, de la garde révolutionnaire,
vont passer à une nouvelle doctrine. Et à mon avis, tel que les choses se présentent maintenant, avec ce passage qu'on est en train de vivre aujourd'hui d'un ensauvagement des relations internationales à une forme de cannibalisme dans les relations internationales. On parle maintenant de manière totalement banalisée d'attaquer des pays à l'arme nucléaire, de faire tomber des gouvernements, de démanteler des États. Je pense que certains pays, dans l'Iran et d'autres aussi dans la région, vont penser à cette bombe nucléaire qui est en fait une sorte d'assurance-vie pour les régimes. Et à mon avis, c'est une question de quelques jours et on verra si les faucons aussi à Téhéran vont pousser vers l'acquisition de cette arme atomique. D'ailleurs, Khamenei, qui est sorti de son silence aujourd'hui, a dit que si les États-Unis remettent ça, eh ben, nous sommes prêts pour riposter. En tous les cas, c'est de cette manière-là qu'il le dit. Alexis Poulain. Alors, vous savez très bien que dans l'histoire des pays arabes et surtout du Moyen-Orient, il y a de très mauvais souvenirs concernant les cessez-le-feu et les trêves, connaissant pertinemment que chaque fois que l'ONU, par exemple, avait demandé qu'il y ait des cessez-le-feu ou des trêves, cela s'est très mal terminé après ces cessez-le-feu. Et bien sûr, on fait allusion à 1967, à 1974, donc les fameuses guerres entre les pays arabes et l'entité sioniste qui ont à chaque fois contribué justement à renforcer l'entité sioniste contre ses adversaires. Bien sûr, aujourd'hui, qu'est-ce qui garantit que finalement, il n'y aura pas un scénario apocalyptique ou disons, qu'est-ce qui peut nous éviter ce scénario apocalyptique après cette soi-disant ou ce soi-disant cessez-le-feu, Alexis Poulain? Je crois que ce qui peut éviter un scénario apocalyptique, c'est effectivement des discussions entre les grandes puissances au-delà de la région, hein, à savoir Chine, Russie, États-Unis. Est-ce qu'ils peuvent arriver à un accord raisonnable et dire ça suffit maintenant, vous ne pouvez pas attaquer l'Iran de cette manière-là, unilatérale, et dire ensuite que c'est tout à fait légal. On est hors de tout cadre du droit international, il s'agit d'une agression. Et l'Iran a riposté. Et maintenant, où en sommes-nous? Si les frappes reprennent, évidemment là, on a un problème. Ça veut dire que il y aura une cascade de soutiens internationaux et le risque d'un embrasement régional et au-delà. Donc clairement, ça dépend beaucoup à la fois de ce que peut Trump pour contenir Netanyahou aujourd'hui, et puis de ce que peut aussi Russie et Chine pour garder l'Iran, dire nous ne voulons pas d'une guerre, nous avons besoin certes, aujourd'hui la situation n'est pas idéale, mais nous ne voulons pas d'escalade de ce côté-là. Pour le régime iranien, là où ça devient critique, c'est que c'est une question de vie ou de mort dorénavant. Et donc, je ne crois pas que Khamenei et l'appareil d'État iranien soient d'accord pour se laisser faire, et je ne pense pas que l'Iran soit l'Irak de Saddam Hussein. Donc là, il y a une erreur d'appréciation peut-être de la part des chiens de guerre américains, et il faut se méfier des choix stratégiques qui pourraient être faits à Washington en méconnaissance totale du terrain. Très bien, Alexis Poulain. Arafat Habib, vous souhaitez peut-être dire un dernier mot en quelques secondes, allez. Alors, je pense que les puissances occidentales ont perdu leur capacité d'analyser de manière anthropologique et ontologique nos peuples. Et ce que vient de dire votre honorable invité est extrêmement juste. Monsieur Alexis Poulain, que je salue, pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ont une ignorance totale de nos sociétés. Et le retrait qui a été opéré en catastrophe il y a quelques années, on est la meilleure preuve. Je pense que l'Iran n'est pas seulement différent de l'Irak, elle est différente de la configuration que connaissent les Américains. Merci beaucoup à vous, Arafat Habib, que vous êtes donc professeur en sciences politiques. Merci à Alexis Poulain d'avoir été avec nous, éditorialiste et spécialisé en politique internationale. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international.